Donc l'accessibilité est une opportunité pour la destination Paris-Île-de-France et pour les professionnels du tourisme, d'une opportunité de toucher et de cibler de nouvelles clientèles permettant d'offrir des prestations de qualité, notamment en matière d'accueil pour tous. Donc tourisme accessible à tous, valoriser son offre, c'est le thème donc, de cette conférence Urb Access à l'initiative du Comité régional du tourisme de Paris-Île-de-France et de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Donc je vais donc laisser la parole à Emmanuel Thuillier et à Marie Hayel, chargée de mission accessibilité au Comité régional du tourisme Paris-Île-de-France, ainsi qu'à Hervé Guillon qui est à côté de moi, coordinateur tourisme et accessibilité à l'Office du tourisme et des congrès de Paris, pour une présentation des missions du Comité régional du tourisme et de l'Office du tourisme et des congrès de Paris et de leur politique en faveur du tourisme adapté à tous. Je vous laisse la parole. Bonjour à tous. Concernant les missions du Comité régional du tourisme, c'est promouvoir la destination Paris-Île-de-France. On le fait aussi bien au niveau du grand public qu'auprès des professionnels du tourisme. C'est aussi améliorer la qualité de notre accueil avec les accompagnements qu'on peut mener auprès des professionnels du tourisme d'un point de vue personnalisé ou d'un point de vue global. Et c'est enfin accueillir et informer les touristes, puisqu'on a des points d'information tourisme dans 8 points en Île-de-France, aux aéroports et à Versailles. Pardon. Donc, comme vous le disait Emmanuel, notre mission principale est bien la promotion de notre destination. Concernant l'accessibilité, le CRT est engagé depuis un certain nombre d'années dans l'accueil de tous. Et nous envisageons bien évidemment l'accessibilité comme une vraie opportunité économique pour notre territoire. Car elle améliore bien évidemment la qualité de l'accueil de notre destination, que ce soit sur les questions de confort, de fluidité, de sécurité, d'information. Donc, pour ce faire, en fait, on a 3 pans d'action dans le pôle accessibilité. On fait de l'accompagnement personnalisé auprès des professionnels du tourisme, donc de l'accompagnement sur mesure et sur demande. Par exemple, cette année, on accompagne le parc zoologique de Paris qui va réouvrir très prochainement, des offices de tourisme, des hôtels, des musées, des monuments. Donc, on les aide justement à mettre en place leurs projets en lien avec l'accessibilité. On fait également de l'accompagnement global. Donc là, ça va être surtout dans le cadre de formation et d'animation d'ateliers à destination des pros. On essaye, dans la mesure du possible, de mélanger les métiers, donc de mélanger les hôteliers, les taxis, les restaurateurs, voilà, pour créer vraiment une dynamique territoriale en lien avec l'accessibilité. Et enfin, bien évidemment, comme l'indique notre nom, on a une mission aussi très importante de promotion de l'offre accessible, ce notamment à travers un outil qui s'appelle En District, dont on vous parlera plus tard. Bonjour, donc Hervé Guillon de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Donc nous, nos missions sont globalement les mêmes que celles du Comité régional du tourisme, mais à une échelle plus Paris intramuros. Donc l'OTCP est une association de 1901 créée en 1971 à l'initiative conjointe de la ville de Paris et de la Chambre de commerce et de l'industrie de Paris. Ses missions principales sont d'accueillir et d'informer les visiteurs, de promouvoir la destination Paris en France et à l'étranger et d'accompagner son réseau de 2000 adhérents professionnels du tourisme. Et plus spécifiquement en faveur d'un tourisme adapté à tous, et notamment aux personnes handicapées. Donc l'Office se mène un double objectif, c'est de développer et valoriser... Ça marche pas ? Oui. C'est de développer et valoriser l'offre touristique parisienne adaptée à tous, dans un premier temps, et faciliter la venue des touristes handicapés, dans un second temps. Donc tout cela passe par les actions suivantes. L'Office... Tu peux passer la... Non. D'accord, ok, pardon. Donc les actions pour valoriser la destination Paris en termes d'accessibilité passent par la sensibilisation et l'accompagnement des professionnels du tourisme parisien. On s'occupe aussi de promouvoir l'offre adaptée, donc ça j'y reviendrai un peu plus tard, un peu plus dans le détail.
sur tous nos supports de communication, donc site internet, édition papier. Et troisième point, en termes de promotion, on améliore l'information aux touristes handicapés. Voilà. Merci pour cette introduction. Alors, on va vous présenter les intervenants qui vont intervenir sur cette table ronde. Donc, en premier, à ma gauche, tout à ma gauche, Clémence Gros, chargée de développement des publics au musée du Quai Branly. Et vous occupez plus particulièrement des publics handicapés, publics empêchés et des publics 18-30 ans. Ensuite, à sa droite, vous avez Charlotte Vella, chargée de mission accessibilité au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Stéphanie Xoxet, responsable du développement et coordinatrice formation Action Handicap France. Emmanuel Tullier, chargé de mission accessibilité au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Marie Ayel, chargée de mission accessibilité au comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Et Hervé Guillon, coordinateur tourisme et accessibilité à l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première intervention. Tourisme accessible à tous, valoriser son offre. Que représente la clientèle à besoins spécifiques? Et Emmanuel Tullier et Marie Ayel, je vous laisse la parole. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet de la valorisation à proprement parler, ça nous semblait important et intéressant de vous redonner quelques éléments de base sur ce que représentent les clientèles à besoins spécifiques. Donc là, moi, je vais vous parler spécifiquement des clientèles handicapées. Donc, il y a en 99, l'INSEE a réalisé une enquête handicap, incapacité et dépendance qui a fait ressortir qu'il y a quand même 22 millions de personnes en France qui déclarent une difficulté ou une déficience dans leur vie quotidienne. Donc sur ces 22 millions de personnes, donc là on est vraiment dans l'acception au sens large, j'ai rencontré une difficulté dans ma journée ou dans ma semaine. Il y a pour le handicap moteur plus de 4,4 millions de personnes. Donc le handicap moteur, ça peut être des gens qui sont tétraplégiques, c'est-à-dire handicapés des 4 membres, paraplégiques le bas du corps, hémiplégiques un côté, qui sont malmarchants, voire qui ont un handicap moteur qui peut être invisible, comme l'impossibilité de faire certains gestes ou une grande fatigabilité. Ce sont des handicaps qui peuvent survenir à la naissance, suite à un accident de la vie, suite à une maladie. Enfin, il y a une grande variété de besoins et de pathologies. Vous avez aussi les handicaps mentaux et psychiques. Toujours selon l'enquête de l'INSEE, c'est plus de 1,6 million de personnes qui sont handicapées mentales. Ça peut être à des degrés différents de retard mental. Vous avez des gens qui ont la possibilité d'avoir accès à la lecture, d'autres non. Ça peut affecter la compréhension, le repérage dans l'espace, dans le temps, l'accès à la lecture, la mémoire, etc. À côté de ça, il y a aussi les handicaps psychiques qui sont liés à différentes maladies qui peuvent affecter le lien social, la communication, par exemple la schizophrénie ou la dépression. Pour ce qui concerne le handicap auditif, c'est plus de 5 millions de personnes, soit environ 8% de la population. Vous avez parmi ces personnes des gens qui sont malentendants, mais aussi des gens qui peuvent être sourds. Il y en a qui pratiquent la langue des signes, il y en a qui préfèrent la lecture labiale, qui utilisent le langage parlé complété. Ça peut être de naissance ou acquis. C'est encore une fois des pathologies, des besoins, des habitudes très divers en fonction des personnes. Et enfin, vous avez le handicap visuel. Là aussi, vous avez des gens qui sont malvoyants, d'autres qui sont totalement non-voyants. Vous avez des personnes qui sont braillistes, d'autres qui sont non-braillistes. Ça peut être de naissance ou acquis. Et c'est 1,7 million de personnes, soit environ 3% de la population. Le chiffre, nous, qu'on voulait vous communiquer, qui nous paraît vraiment important, c'est que dans le monde, il y a quand même 1 milliard de personnes qui sont touchées par le handicap, que ce soit directement ou dans leur entourage. Donc on considère que c'est vraiment un réel marché à prendre en compte. Donc, comme vous le disait Emmanuel à l'instant, les clientèles à besoins spécifiques sont très nombreuses. Au CRT, en fait, on envisage l'accessibilité même au-delà du handicap, c'est-à-dire qu'on va réfléchir à l'ensemble des clientèles à besoins spécifiques, que ce soit les familles avec des jeunes enfants, les femmes enceintes, les touristes avec des bagages qui sont très nombreux dans notre destination, les touristes qui ne vont pas parler notre langue ou qui ne vont pas lire l'alphabet latin. Donc autant de besoins spécifiques qui sont importants pour nous, et notamment dans notre relation avec les professionnels sur le terrain. C'est comment finalement leur faire comprendre que
l'accessibilité est pour tous et qu'on a tous des besoins spécifiques à un moment donné. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très important au CRT. On peut voir notamment les touristes étrangers qui ne parlent pas l'alphabet latin. L'année dernière, par exemple, on avait travaillé avec la maison Victor Hugo sur un guide pour les personnes déficientes mentales. Et en fait, le responsable de la maison Victor Hugo nous a dit que finalement, c'était les touristes étrangers qui prenaient le plus ce guide. Donc comme quoi, l'accessibilité, ça impacte un public très large. Quelques éléments qu'on voulait vous communiquer aussi sur justement le marché que peut représenter les personnes à besoins spécifiques. C'est bien évidemment une clientèle fidèle, puisqu'une fois qu'on a retrouvé un lieu dans lequel on a été bien accueilli, où on a eu accès à tous les éléments dont on avait besoin, forcément on a tendance à y revenir. Ce sont des voyageurs majoritairement accompagnés, donc ils vont dépenser plus. C'est une durée de séjour allongée. En général, ce sont des personnes qui voyagent moins souvent, mais qui ont tendance à rester plus longtemps à l'endroit où elles sont. Donc là encore, plus de dépenses sur place. Un pouvoir d'achat équivalent, contrairement aux idées reçues. Et pour ce qui concerne les touristes seniors, c'est bien évidemment une plus faible saisonnalité dans leur voyage. Merci. Nous allons donc poursuivre avec vous, toujours Emmanuel Tullier et Marie Agnel, ainsi qu'avec Hervé Guillon, pour nous parler là, du rôle et de l'importance de l'outil Internet, que ce soit pour les professionnels, donc en application B2B, et pour les clientèles touristiques, donc là en application B2C, dans le tourisme et plus spécialement pour le tourisme accessible. Voilà, donc là on part du principe que vous proposez une offre, un bâtiment adapté et une offre et des prestations adaptées également. Donc c'est le moment de communiquer sur tout ça. Donc pour ça, l'outil Internet, votre site Internet est un peu la porte d'entrée à votre équipement. C'est souvent le meilleur allié des visiteurs dans la préparation de leur visite chez vous. Donc il est vraiment important de décrire un petit peu tout ce que vous faites en leur faveur. Si on vous dit ça, c'est parce que trop souvent, en fait, l'information est très difficile à trouver, voire inexistante. Donc, c'est bien de proposer quelque chose d'accessible, mais il faut vraiment communiquer dessus pour que les publics concernés sachent qu'ils peuvent venir chez vous. Donc, pour cela, votre site internet, vos brochures, lorsque vous allez dans des salons grand public, si vous y participez, n'hésitez pas à communiquer. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire dans votre site internet? Vous pouvez parler des facilités d'accès pour arriver chez vous. Donc, si par exemple vous êtes un musée, vous pouvez dire si... D'accord, pardon. Si vous êtes un musée, par exemple, et que vous proposez une carte d'accès prioritaire, il faut le préciser. Ensuite, c'est bien de préciser l'accessibilité de son bâti, mais aussi l'accessibilité de ses prestations. Par exemple, si vous êtes un théâtre et que vous proposez de l'audiodescription, précisez-le. C'est bien également de parler de votre politique tarifaire. Donc là, même si vous n'avez aucune obligation, mais que vous proposez soit une réduction, soit la gratuité, c'est bien de le préciser pour la personne handicapée, mais aussi de le préciser pour son accompagnant. Moi, c'est une des questions les plus récurrentes que j'ai à l'Office du tourisme, en fait, c'est est-ce que mon accompagnant a également droit à une réduction ou à la gratuité, et si oui, est-ce qu'il faut des justificatifs? Donc tout ça, c'est bien de le préciser en amont. Et également, ce qu'il est important de préciser sur votre site internet, sur vos outils de communication, c'est s'il peut y avoir des difficultés d'accessibilité, tout simplement pour éviter les mauvaises surprises une fois sur place. Ça sera plus facile pour vous dans votre accueil et ça évitera aux personnes confrontées à une difficulté de se retrouver face à quelque chose qui va les empêcher de continuer leur visite ou l'usage du lieu dans lequel ils vont. Donc là, j'ai mis en exemple le site internet du musée du Quai Branly. Clémence vous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Également, un petit focus sur l'accueil téléphonique. L'accueil téléphonique est également important. S'il est complet et de qualité, il va grandement faciliter la venue des publics à besoins spécifiques chez vous. Donc,
pour un bon accueil téléphonique. D'une part, c'est bien que les agents d'accueil, enfin, toutes les personnes susceptibles de répondre au téléphone connaissent les déficiences, connaissent les différentes situations de handicap, connaissent les besoins spécifiques pour ne pas être piégés, pour ne pas se retrouver sans réponse. Et d'un autre côté, c'est bien aussi que toutes les personnes susceptibles de répondre au téléphone connaissent parfaitement l'accessibilité du bâtiment, de votre équipement, mais aussi des prestations que vous proposez pour pouvoir répondre à toutes les questions. Voilà. Donc, ben là, on enchaîne sur le site internet donc, de l'Office du tourisme et des congrès de Paris. Donc, une fois que de votre côté, vous avez vous avez renseigné toute l'accessibilité de votre lieu, de vos prestations, sachez qu'il existe pas mal d'organismes de promotion, ou en tout cas qui peuvent relayer cette information. Et l'Office du tourisme et des congrès de Paris en fait partie. Donc, essentiellement via son site internet grand public qui s'appelle parisinfo.com, dans lequel il y a 7 dossiers. Donc, où dormir, où manger, visiter, sortir, se déplacer et pratique. Et dans chacune de ces rubriques, il y a un dossier handicap. Donc là, ma diapositive, en fait, vous montre le dossier loisirs et handicap, dans lequel vous pouvez trouver un agenda des sorties adaptées. Vous pouvez trouver les salles de cinéma adaptées à Paris, les théâtres adaptés et qui proposent également des prestations adaptées, notamment aux personnes sourdes et aveugles. Les parcs de loisirs, les piscines, les lieux de shopping, les parcs et jardins, ainsi que les visites guidées, que ce soit dans Paris ou sur la Seine. Donc, juste pour information et pour vous montrer en fait tout l'intérêt de bien parler de votre accessibilité, concernant les 7 dossiers handicap mis en ligne sur le site parisinfo.com, donc pour promouvoir la destination Paris en France et à l'étranger, ces dossiers ont été mis en ligne en juin 2013, en français et en anglais pour l'instant, et ils vont l'être en espagnol, je l'espère, bientôt. Donc voilà, c'est le nombre de pages vues. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement là, depuis le mois de juin, donc, ces dossiers ont été consultés 82 000 fois. Donc c'est qu'il y a un vrai intérêt de la part des publics handicapés pour venir visiter Paris, comme tout le monde veut venir visiter Paris. Donc j'insiste, hein, n'hésitez pas à nous transmettre, toutes vos informations sur l'accessibilité de votre lieu. Nous on relaie et les internautes sont là. En tout cas, les touristes en préparation de voyage sont là et les chiffres le montrent. Hein. Pardon ? Alors non, Office du tourisme de Paris pour Paris. Oui, moi mon action est circonscrite dans Paris Intramuros, avec quand même quelques pôles comme Charles de Gaulle, Euro Disney, Disneyland, Versailles, Giverny, Chantilly. Bon, après bon, c'est au niveau du comité régional du tourisme pour l'échelle régionale qui prend le relais. Donc, concernant le site internet donc, du Comité régional du tourisme, donc, nous avons un site grand public, visiteparisregion.com, sur lequel en fait, il y a une rubrique accessibilité que nous renseignons donc, avec Emmanuel et Charlotte. On a essayé de travailler ça selon la chaîne de déplacement du visiteur avec des thématiques, donc comment venir, comment se déplacer, où dormir, où manger, où sortir, où s'informer. On met des coups de cœur, en fait, notamment qu'on met à jour à peu près tous les 5 mois, suite à nos visites terrain qu'on peut faire sur l'ensemble de la région. Voilà, on va faire ressortir certains offices de tourisme, des musées, des monuments, qui sont bien évidemment accessibles. Les visiteurs peuvent également retrouver dans cette rubrique des informations utiles, comme les aires de stationnement adaptées, les sanitaires publics adaptés, les sites web partenaires du CRT, dont j'accède et en district. Par ailleurs, en dehors donc, de cette rubrique accessibilité, sur le portail générique de la destination, donc visiteparirégion.com, nous avons des fiches lieux, notamment pour les musées et monuments, sur lesquels en fait, on va détailler l'accessibilité par type d'établissement.
Donc, je laisse à Emmanuel la parole pour parler du site professionnel. Alors Marie vous a parlé de l'offre un petit peu pérenne. On a créé aussi un espace sur notre site professionnel, mais qui est totalement ouvert au grand public et que n'importe quel internaute peut consulter, avec un agenda des événements accessibles. Donc il suffit de nous écrire, tout simplement. Vous aurez nos coordonnées à la fin de la présentation, avec des éléments pratiques, etc. Et nous, du coup, on pourra valoriser une visite accessible ou même, par exemple, là, vous avez la représentation de Don Giovanni à la MC93 prochainement, qui sera en audio description. Donc, c'est un autre moyen aussi de valoriser un petit peu ce qui peut être fait d'un point de vue événementiel. Donc maintenant, on va parler d'un site partenaire qui a été créé par l'agence Kernix, qui s'appelle endistrict.com. Donc Endistrict, en fait, c'est un annuaire des établissements accessibles en France. On compte aujourd'hui plus de 7000 établissements inscrits sur le site à l'échelle nationale. Et pour l'Île-de-France, pour le tourisme, nous en sommes à plus de 215 établissements culturels, touristiques et de loisirs. Donc depuis la naissance de ce site internet, le CRT Paris-Île-de-France est très engagé dans la promotion et la valorisation de cet outil. En fait, au niveau de la méthodologie, ce sont les professionnels qui s'inscrivent sur le site internet. Quand un établissement est inscrit, donc en fait, il doit renseigner des critères d'accessibilité par type de handicap et par type de lieu. Les critères ayant été créés en partenariat avec des associations. Donc de fait, par exemple, pour un hôtel pour le handicap moteur, ça sera donc différent entre un restaurant pour le handicap auditif. Donc vraiment, il y a des critères très spécifiques par établissement, donc notamment les hôtels, les musées, les monuments, les offices de tourisme. Et une fois que le professionnel est inscrit, donc là je parle évidemment que de la région Île-de-France, les équipes du CRT prennent contact avec le professionnel pour se rendre sur le site, vérifier les informations et surtout pouvoir sonder les besoins du terrain, parce que vous savez, on est une grande région, donc il y a souvent des professionnels qui peuvent se sentir un peu isolés. Donc c'est une façon pour nous à la fois de promouvoir ce qui est accessible aujourd'hui sur notre territoire, et également, bien évidemment, pour les internautes, d'accéder à une information complète et détaillée. Pour votre information, ce site est en open data, donc vous pouvez très bien récupérer les informations y figurant. Il y a également un système de géolocalisation. Une application iPhone a été créée aussi récemment. Et nous sommes cette année en phase de... Donc ce site évolue très souvent. Vous avez notamment par établissement une rubrique événements, en fait pareil, donc qui fait la promotion des événements accessibles du territoire. Donc là cette année, l'agence Kernix, en partenariat avec le CRT et la RECA, qui est la Réunion des établissements culturels pour l'accessibilité, donc qui regroupe des musées notamment du territoire et des monuments. On va réfléchir à justement retravailler cette rubrique événements pour pouvoir y ajouter des photos, des vidéos. Read Speaker va être ajouté prochainement sur Endistrict. Donc voilà, un outil vraiment évolutif. Et toujours dans cette idée de conception universelle et d'accueil de l'ensemble des publics à besoins spécifiques, ont été créés très récemment des critères pour les familles. Parce que ça, c'est quelque chose qui nous est beaucoup remonté du terrain. C'est est-ce que dans votre musée, il y a une table à langer? Est-ce qu'il y a des menus enfants dans les restaurants? Donc ça y est, on a créé des critères par type d'établissement, donc pour les hôtels, pour les musées, pour les restaurants, pour les offices de tourisme, dédiés à l'accueil des familles. Voilà, et sinon en termes de mission, donc le CRT va sur le terrain donc pour vérifier les informations, et nous participons également donc à la promotion de cet outil, que ça soit auprès des professionnels ou auprès du grand public. Alors, il nous a semblé important aussi de parler d'autres moyens de valoriser votre offre. Donc, il existe un label Tourisme Handicap, géré par l'association Tourisme Handicap. L'association Tourisme Handicap a été créée en 2005 par le secrétariat d'État au tourisme de l'époque pour favoriser l'accès aux vacances et aux loisirs aux personnes handicapées. Donc ce label est une démarche volontaire qui est pour le touriste en situation de handicap une garantie d'un bâti accessible et d'un accueil adapté.
Et pour le professionnel, c'est une façon de donner de la visibilité à l'accessibilité de son lieu. Donc c'est un label qui est important, qui est apprécié. Et de notre côté, vous avez aussi donc j'accède.com. Donc je vois que Damien est là. Donc si Damien veut présenter sa structure, il le fera certainement bien mieux que moi. Donc on va lui donner un micro. On peut lui laisser la parole pour présenter J'accède. Eh bien, j'accède.com, c'est le premier guide collaboratif qui référence tous les lieux accessibles. Donc en Île-de-France, on a 8000 lieux référencés et c'est une communauté d'usagers qui remplit les données, mais ça peut être aussi des professionnels. Et comme le site est wiki, on a une communauté d'usagers qui met à jour les informations. Et en fait, on a une application iPhone et Android. Donc voilà. Et avec cette application, grâce à la géolocalisation, on peut identifier les lieux accessibles près de chez soi. Et puis, ce qu'il y a d'important, c'est qu'on a 25 000 visiteurs mensuels. Et que quand on veut valoriser son établissement, j'accède. C'est un annuaire qui a déjà fait ses preuves et dont les efforts ont déjà été récompensés par la Fondation de France et la Fondation Vodafone, puisqu'on est aussi en anglais et en français. Et enfin, on a développé un système d'échange de données entre plateformes. Donc pour l'instant, on a 118 000 .fr, donc c'est un peu comme les pages jaunes. Et quand une information existe chez nous et que l'adresse match chez eux, à ce moment-là, un onglet d'accessibilité détaillée s'affiche. Donc l'idée, c'est que les informations sont sur J'accède, mais demain, elles sont peut-être sur les pages jaunes.fr. Et donc, l'important, c'est qu'on n'aura plus besoin de connaître J'accède pour savoir si le lieu est accessible. Donc voilà, merci. Merci Damien. Donc bon voilà, entre nos sites, le site de la région, le site de la ville et le label J'accède, bon il y a quand même, et en district, il y a quand même pas mal de moyens de faire connaître son accessibilité. Voilà. Est-ce que vous avez, on va poser une petite pause question dans la salle, est-ce que vous avez une ou deux questions? Alors, il y a des mains qui se lèvent. Bougez. Je vous passe un micro, je vous demande de vous présenter. Bonjour. Est-ce que Damien peut dire quelques mots sur la nuit de l'accessibilité, s'il vous plaît? Attends, on va passer le micro. Oui, donc la nuit de l'accessibilité, c'est un événement qu'on a monté en partenariat donc, avec la mairie de Paris. C'est d'ailleurs un événement aussi soutenu par l'Office de tourisme et des congrès et le CRT. Et donc c'est une initiative citoyenne où on réunit un groupe de citoyens qu'on envoie à la recherche de lieux accessibles nocturnes. Donc ça existe depuis 2011 et la prochaine nuit de l'accessibilité, ce sera le 11 juin. Donc pour ceux qui ne connaissaient pas la date, vous pouvez noter. Et donc à cet événement, c'est vraiment l'idée, c'est qu'il y a des équipes de personnes valides qui partent à la recherche des lieux accessibles. On prête un fauteuil roulant et en fait c'est aussi festif puisque ça se termine par un concert. Donc on récompense tous ceux qui font des efforts à nos côtés pour valoriser l'accessibilité. Et vraiment, c'est un événement qui attire un public extrêmement varié. Et voilà, donc c'est tout ce que je peux dire par rapport à ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Rapidement, en attendant que le micro passe, il y a non seulement la nuit de l'accessibilité qui se passe tous les ans en juin, mais il y a aussi la journée de l'accessibilité tous les ans en octobre. 11 octobre. Oui. Bon, je m'appelle Pilar Sauré, je viens de l'Espagne. On travaille en tout ce qui est accessibilité. Moi, ce que je voulais vous demander, c'est à propos des données que vous avez données de la demande.
Ce sont des données qu'on utilise tous quand on travaille du côté de l'accessibilité, quand on travaille de l'administration publique, et quand on travaille dans des associations, ou quand on est des personnes handicapées, c'est beaucoup de millions de personnes, on voyage beaucoup, au moins on ne voyage pas moins, on voyage accompagné, on reste beaucoup de temps. Et ma question, c'est si les entrepreneurs du tourisme sont aussi conscients ou convaincus de ces expériences, de ces possibilités qui est le tourisme pour tous. Si vraiment vous voyez ici à Paris qu'ils sont de plus en plus en train d'améliorer leur accessibilité, s'ils sont d'accord avec toutes ces données les données sont comme ça c'est vrai, mais si vraiment ils voient que ça c'est mieux pour le tourisme ici. Merci. Alors, il y a beaucoup de progrès en termes de mentalité, d'ouverture d'esprit, ne serait-ce qu'il y a 4-5 ans en arrière, il y avait beaucoup moins de réceptivité des professionnels du tourisme sur ce que représente vraiment la clientèle des personnes à besoins spécifiques. Nous, au CRT, on travaille beaucoup à argumenter dans ce sens et à convaincre. On a fait un cahier pratique sur ce que représentent les clientèles à besoins spécifiques, où vraiment on élargit d'un point de vue conception universelle, où on enfonce le clou en disant qu'il n'y a pas que les personnes en fauteuil roulant et les personnes aveugles pour caricaturer. Il y a beaucoup de professionnels qui sont très convaincus dans le milieu de la culture. Clémence va vous parler du musée du Quai Branly tout à l'heure, dans pas très longtemps. Il y a beaucoup de choses qui sont faites maintenant. Après, il y a aussi des contraintes de temps, de ressources humaines et d'argent qui font que les professionnels sont parfois réticents. Donc c'est aussi nous, sur le terrain, qui essayons de leur faire comprendre que c'est pas forcément... on n'est pas obligé de casser un mur et de tout remettre à plat et de dépenser 100 000 € pour améliorer l'accessibilité de sa structure, qu'il peut aussi y avoir des petites choses qui peuvent être faites pour améliorer au fur et à mesure. Enfin, voilà. C'est pas encore tout rose, mais c'est de mieux en mieux d'un point de vue des professionnels. Juste, si vous voulez, donc je vais faire un peu notre promotion. Si vous voulez, ce fameux cahier pratique, donc qui est un argumentaire économique, on l'a à disposition sur notre stand. C'est tout de suite quand vous sortez à droite, donc on peut vous le remettre si vous êtes intéressé. Pour revenir sur l'importance de rappeler parfois ces chiffres, c'est aussi pour faire face à une remarque que, en tout cas, moi j'entends assez souvent quand je suis sur le terrain, c'est bon, ok, je suis un hôtel, mes chambres sont adaptées, mais je ne les vends qu'à des personnes valides. Pourquoi ? Parce que, une fois de plus, la communication n'est pas faite sur l'existence de ces chambres adaptées. Donc, rappeler ces chiffres, parfois, c'est montrer que il y a un public qui est demandeur en plus. Donc, voilà. Merci. Donc on va poursuivre avec un autre volet aussi important pour la valorisation de l'offre accessible, la formation. Donc Stéphanie Xoxet, responsable du développement et coordinatrice formation Action Handicap France. Oui, bonjour. Donc pour résumer un peu, Action Handicap France, c'est un collectif de 17 intervenants professionnels du tourisme et du monde du handicap, pour la moitié en situation de handicap. Nous intervenons depuis 3 ans pour la formation du CRT, bien accueillir les publics à besoins spécifiques. Nous avons formé à peu près 400 personnes et sensibilisé. Nous intervenons aussi dans certaines entreprises. Concernant cette nouvelle offre, communiquer efficacement sur son offre accessible. Au niveau des objectifs, on s'est rendu compte que former des agents d'accueil, des directeurs de musées, du personnel de bibliothèque, c'était bien. Il y avait des choses qui étaient mises en place au niveau de l'accessibilité, des propositions adéquates. Mais il manquait forcément peut-être le volet un peu, j'aime pas beaucoup ce mot-là, marketing, mais c'était un peu communication, qui permettait aux personnes en situation de handicap qui venaient dans les structures, ainsi que le personnel qui avait été formé, d'avoir une interaction assez forte et de pouvoir trouver les informations à un seul endroit ou sur des outils adaptés. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est apprendre à communiquer vers ce personnel et en dehors, avec les références de la première formation, communiquer pour les publics à besoins spécifiques, donc apprendre les différents types de handicap, mais aussi adapter sa communication, les choses qui sont bien faites dans la structure,
choisir les outils les mieux adaptés. Est-ce qu'on met des affiches, des plaquettes, des documents en braille, en gros caractères, voilà. Pour les différents types de handicap aussi, je pense à tout ce qui est mental et psychique. Quels sont les bons outils? Et puis ensuite, connaître et fidéliser les publics. Moi, je dis toujours, c'est une étape importante et c'est toujours un travail de fourmi. Mais j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans une structure qui s'occupait de rendre accessibles des spectacles d'opéra et de théâtre pour les personnes déficientes sensorielles. Et je pense que c'est vraiment important qu'on puisse trouver l'information à la fois qu'elle soit inclusive dans les programmes et qu'elle soit spécifique avec des outils adaptés. Donc nous, notre but, c'est de faire avancer les choses, d'apprendre aussi aux stagiaires à venir et à monter des communiqués de presse spécifiques, voilà, de trouver les bons relais, de trouver les personnes référentes dans les structures pour faire venir le public et pour surtout le fidéliser. Voilà, qu'il y ait un accompagnement assez complet. Voilà, donc pour cela, je serai accompagnée de Marie-Claire Braun, qui est journaliste au magazine Être, qui travaille depuis de nombreuses années avec des personnes en situation de handicap. Et donc nous avons monté cette formation sur une journée et qui sera donc accessible le mardi 13 mai ou le jeudi 4 décembre par le biais du CRT. Voilà, merci. Merci. Cette formation, pour le rappeler, elle s'adresse à qui ? Quels sont les publics concernés pour cette formation? Alors, toutes les personnes en charge de la communication, du marketing, du développement du personnel et de la direction. Merci. Oui. C'est bon. Ok. C'est bon, donc nous allons poursuivre maintenant avec des actions concrètes. Oui. Coût de la formation, qui veut répondre? Alors, le coût de la formation, 260 € par personne pour la journée. Là aussi, les informations, on les trouve où? Comme ça, on y reviendra pas après. On les a à l'extérieur. Voilà, donc il y a des petites plaquettes comme ça qui seront mises à disposition sur le stand Accès Culture, Action Handicap France au C00, ou alors directement sur le stand du CRT. Alors, on va aborder maintenant donc des cas concrets avec vous, Clémence Gros. Vous êtes chargée de développement des publics au musée du Quai Branly, et puis vous allez nous faire part d'un retour d'expérience avec la valorisation des offres accessibles au musée du Quai Branly. Voilà, merci. Bonjour à tous. Alors, le musée du Quai Branly, donc le musée des arts d'Asie, d'Océanie, d'Afrique et des Amériques, on a tout un ensemble d'offres à destination de publics en situation de handicap, tout handicap confondu, mais on constate que si on n'a pas une vraie politique de communication et de promotion, ces offres restent assez méconnues, et que donc on a une certaine frustration d'avoir tout ça et pas les publics en face, et on sait qu'il y a aussi une frustration de la part de certains publics qui cherchent des offres mais qui ne savent pas tellement où les trouver. Donc, pour combler cette espèce de vide, on a mis en place différents moyens de faire connaître toutes nos offres. Alors, premièrement, donc, on a différents types de canaux d'information. On va avoir des supports d'information dédiés au handicap et par type de handicap. Que je vais vous présenter d'abord. Après, on aura des partenariats associatifs et des actions de communication que je présenterai ensuite. Donc sur les supports d'information dédiés, on essaie d'avoir à la fois des supports papier et des supports sur Internet. Donc pour les supports papier, c'est concrètement des supports, c'est pas très original, mais on va avoir des brochures, en fait, des brochures papier. Donc la brochure Musée Facile, qui présente toutes les informations pratiques pour tout type de handicap. Donc concrètement, ça va être les informations dont on parlait tout à l'heure, les tarifs, les modalités d'accès, les horaires, les contacts pour réserver, pour avoir des informations, etc. On a une adresse mail dédiée, accessibilité@quaibranly.fr, et un numéro de téléphone dédié aussi. Donc ça, c'est une brochure, pour rejoindre ce qui s'est dit tout à l'heure, c'est une brochure qu'on a conçue à destination des personnes handicapées, mais qui en fait est exploitable par un public très large. On se rend compte que même des publics, par exemple, de professionnels du tourisme, etc., empruntent cette brochure parce qu'elle synthétise un peu toutes les informations. Donc encore, c'est un exemple de dispositif qui finalement sert à tous les
à tous les publics. Je parle moi de public, mais on pourrait parler de clients ou de... Voilà, c'est pas l'équivalent. Donc on va avoir en plus de cette brochure Musée Facile, que vous pourrez d'ailleurs trouver dans le stand juste à droite de la sortie, on a aussi des petites brochures par type de handicap qui là aussi sont très synthétiques et qui présentent les informations pratiques. Donc on en a une en braille pour le handicap visuel, etc. Donc vous pourrez les trouver aussi, sachant qu'elles vont être refaites en fait dans l'année à venir. Donc voilà, elles ne sont pas définitives, mais en tout cas on s'aperçoit que c'est des supports d'information précieux qu'on met dans certains points de diffusion, qu'on peut envoyer sur demande, etc. Et rien que le fait d'avoir ces brochures, c'est souvent apprécié comme un geste à destination des publics. Et voilà, il y a d'une part l'utilité des informations, mais aussi le fait d'avoir des brochures qui est souvent apprécié, qui prédispose les publics positivement à l'égard du musée, quoi. Donc ensuite, dans les supports d'information dédiés, on va avoir, comme je vous disais, sur Internet. Donc on a des pages dédiées sur le site Internet du musée. Une page dédiée à tous les types de handicap, c'est celle que vous voyez là à gauche sur le slide, qui présente les informations pratiques et qui dit 2 mots sur les types de programmation. Et ensuite, une page par type de handicap, avec notamment une page dédiée aux visiteurs sourds pratiquant la langue des signes, où on a fait faire des vidéos de présentation du musée en langue des signes. Le public sourd pratiquant la langue des signes est un public qui souvent ne maîtrise pas bien le français, donc les vidéos en LSF sont importantes. Donc voilà, en plus de ces pages sur le site internet, on a une newsletter donc qui part par mail une fois tous les trimestres, et qui rappelle très rapidement les informations pratiques, mais qui surtout présente cette fois la programmation du musée. Donc concrètement, les dates des visites guidées descriptives, ensuite les dates des visites guidées en LSF. Voilà, donc pour le coup, c'est vraiment la programmation du trimestre, et éventuellement les actualités liées au handicap, des petits rappels sur les offres permanentes. Voilà, donc ça, on s'aperçoit que le support mail est aussi utile parce que les personnes la reçoivent par mail et après peuvent la diffuser à leur propre liste de diffusion, etc. Donc on ne sait pas précisément à qui elle parvient au final, mais on sait qu'il y a une espèce de redistribution après voilà. On compte en fait sur des relais d'information qui vont être des accompagnateurs de groupe ou des enseignants spécialisés ou tout type de relais qui vont après redistribuer l'information par mail. Voilà, le mail a cet avantage-là de pouvoir être multiplié très rapidement et sans coût. Voilà donc pour les supports d'information par type de handicap. On a ensuite des partenaires associatifs. Alors, les partenariats associatifs, donc ils sont l'Association des paralysés de France, la Fédération nationale des sourds de France, l'Association Valentin Haoui, l'UNAPI et l'ARDDS, l'Association pour la reconnaissance et la défense des devenus sourds. Donc ce sont des partenaires qui ont 2 rôles en fait pour nous. D'une part, de nous aider dans la mise en place de nos projets d'accessibilité. Ils ont des conseils très précieux. Bon, c'est pas directement le thème de la conférence, mais pour mettre en place des offres accessibles, c'est essentiel d'associer des personnes elles-mêmes en situation de handicap et le secteur associatif pour avoir des retours et pour bien faire les choses. Donc ça, c'est le premier rôle de nos partenaires. L'autre rôle de ces partenaires associatifs, c'est après eux, qui du coup connaissent bien les offres du musée, diffusent à leurs adhérents éventuellement dans leurs journaux d'association, dans les mail lists, et puis par le bouche à oreille, en fait, voilà, ça va être chaque représentant d'association se fait après le relais dans son association et auprès des membres de l'asso de nos informations. Voilà, donc c'est très important aussi évidemment pour toucher les personnes en situation de handicap qui parfois souvent même passent par leur association pour faire des sorties culturelles. Et on a ensuite, en plus des 5 partenaires ici, d'autres partenaires qui ne sont pas des partenaires officiels, entre guillemets, mais avec lesquels on travaille pour de la diffusion d'informations, avec lesquels je suis en contact direct pour organiser des sorties, prévoir des dates à l'avance, ce genre de choses. Voilà. Le secteur associatif, en tout cas, est un énorme vivier de personnes potentiellement intéressées et un puissant relais d'information aussi. Voilà, pour terminer, on va avoir des actions de communication
donc par communication, j'entends essentiellement des actions auprès de la presse, en fait, et aussi des événements qui permettent de mettre un coup de projecteur ponctuellement sur nos offres. Alors auprès de la presse, ça passe essentiellement par le dossier. On a un dossier de presse qui s'appelle le dossier de presse accessibilité, qui est un document très complet, en fait, probablement le plus complet sur tout ce que fait le musée en termes d'accessibilité, qui est en téléchargement sur le site, enfin qu'on peut trouver très facilement, qui est actualisé tous les ans et envoyé tous les ans à une base de contact de journalistes spécialisés. Voilà, on travaille avec une agence de presse en fait au musée. Et c'est l'agence de presse qui diffuse tous les ans le dossier de presse accessibilité. Et on va... voilà, donc, du coup, il y a toute une liste de contacts de journalistes qui commencent à connaître l'offre du musée et qui peuvent après faire des interviews, des articles, venir, etc. Donc on va ensuite avoir des événements. Donc des événements spécifiques. On a notamment la semaine de l'accessibilité au musée. Donc c'est une semaine qui a lieu tous les 2 ans. La dernière était en 2012 et la prochaine sera en 2014. C'est la première semaine de décembre. Et c'est un événement en fait qui a pour objectif de remettre en valeur toutes les offres permanentes qu'on a. Donc les dispositifs d'aide à la visite, les activités de médiation accessibles, etc. qu'on propose toute l'année. Mais c'est aussi une manière, une occasion parfois d'inaugurer de nouvelles offres, de nouveaux dispositifs. Donc le fait de faire un événement et de regrouper ça sur une semaine, ça permet de communiquer plus facilement. Enfin, on communique toujours plus facilement sur quelque chose d'événementiel, d'un peu exceptionnel, où on peut inviter des gens, faire éventuellement un lancement un peu festif, ou voilà. Auprès des journalistes notamment, mais aussi auprès de tout le monde, c'est plus facile de communiquer comme ça. Donc cette semaine de l'accessibilité, c'est très précieux pour faire connaître nos offres au public et pour mettre un coup de projecteur dessus. On a aussi tenté de faire cette année une journée de l'accessibilité, donc qui était un format plus réduit en fait, avec le même principe. Mais je ne sais pas si on va renouveler cette expérience parce que ça a un peu fait une confusion du message au final entre la semaine et la journée. Donc voilà, il faut aussi avoir... Enfin, c'est important aussi de pouvoir avoir une cohérence sur le long terme dans sa communication. S'il y a des événements, éventuellement de faire des choses récurrentes. Voilà, ça aide aussi, à force de répétition, à faire rentrer les informations dans la tête des publics et des professionnels. Donc voilà, et pour terminer, toujours dans les actions de communication, on a des partenariats dans la presse. Donc là, par exemple... avec Direct Matin, qui est le journal gratuit, à l'occasion de la semaine d'accessibilité, où on avait fait une surcouverture en fait sur le Direct Matin, donc qui était une genre de couverture ajoutée qui était en papier un peu épais et en braille, qui présentait tout le programme de la semaine. Donc ça, c'est évidemment une opération qui a un coût important, c'est un investissement, mais ça permet évidemment une très grande visibilité, d'une part auprès des publics directement, et auprès du public pas du tout concerné par le handicap. Ça a aussi un rôle un peu de sensibilisation, où voilà, les gens vont voir le braille, voir tout ce qui se fait, et ça contribue aussi à dynamiser l'image du handicap et à faire de la sensibilisation. Voilà. Et après, quelques partenariats permanents, notamment avec le site internet Janus, où on a un partenariat à l'année, voilà, où vous voyez là en petit une bannière du musée du Quai Branly en pied de page qui est mise de temps en temps sur ce site internet. Donc voilà, j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Si vous avez des questions... Non, merci. Si vous avez des questions par rapport à ce retour d'expérience au musée du Quai Branly, est-ce que dans la salle il y a des questions ? Moi, j'en ai une par rapport à la formation. Aujourd'hui, quelle action vous menez alors pour votre personnel, là, par rapport à l'accueil des publics, comment sont-ils formés ? Alors, on a différentes actions de formation selon les différents personnels, en fait. Pour les personnels de médiation, par exemple, qui vont créer les offres accessibles, c'est dans leur cursus, et puis des formations complémentaires sur les différents types de handicap, sur la médiation pour les publics handicapés, toutes les personnes qui agissent directement sur les contenus. Ensuite, on va avoir des formations pour les personnes qu'on appelle de la phase publique. Donc c'est un peu le jargon du musée, mais c'est en fait toutes les personnes qui sont amenées à être directement en relation avec les publics. Donc c'est très différent. C'est avec concrètement les agents d'accueil, les agents de sécurité au musée. Donc eux vont avoir des formations tout à fait du type de celles organisées par Action Handicap France, et qui vont être des formations sur l'accueil des publics handicapés,
par type de handicap ou tout handicap confondu. Donc tous nos agents sont formés régulièrement là-dessus. Et enfin, pour les conférenciers, les intervenants, enfin les personnes qui mènent les activités, qui mènent les visites guidées, les ateliers, les visites comptées pour le public, là c'est encore une formation spécifique où c'est accompagner une sortie. Enfin, voilà, mais il y a vraiment différents types de formations un peu adaptées aux différents métiers. Toujours pas de questions dans la salle? Si, madame. Je vous amène le micro. Bonjour, Émilie Goffin depuis la Belgique. On mène un projet aussi de recherche et de mise en réseau autour de l'accessibilité, le tourisme et les loisirs. Mais on se demandait, ça fait combien de visiteurs le Quai Branly et combien de visiteurs qui consomment votre accessibilité? Donc le chiffre total et puis l'autre. Oui. Alors ça dépend des années, mais on a à peu près 1 200 000 visiteurs par an au musée et à peu près 10 000 visiteurs en situation de handicap. Voilà. Sachant que ce sont des chiffres forcément un peu estimatifs. Voilà, certains ne se déclarent pas, certains viennent en groupe, donc on n'a pas toujours les effectifs précis des groupes. Enfin, voilà. Une autre question dans la salle? Oui, bonjour. Sophie Guelneran de la ville de Cannes. L'année dernière, j'avais entendu parler d'un nouveau label qui s'appelait Haute Qualité Culturelle et aussi une espèce de mallette pédagogique. Je ne sais plus par qui c'était présenté. Au niveau du CRT, pour avoir une mallette ludique sur le handicap. Donc, je voudrais savoir ce qu'il en est aujourd'hui et surtout sur la haute qualité culturelle. Alors, je ne sais pas si quelqu'un du CRT va pouvoir vous répondre, parce que je crois que ça doit être une action du CRT, peut-être des Alpes-Maritimes ou de la ville de Cannes. Ouais. Pour le coup, haute qualité culturelle et mallette pédagogique, ça nous dit rien du tout, je suis désolée. Peut-être Clémence, haute qualité culturelle, ça te parle? Oui, mais c'était une action des Alpes-Maritimes, je pense. Voilà, c'était plus spécifique aux Alpes-Maritimes, donc on faudra leur demander ce qu'il y a dedans. Mais oui, c'est une bonne idée. Hein. Alors nous, nos interventions l'année dernière, c'était pour le coup, c'était sur en district, vraiment où on. Après, c'est vrai que François-Xavier Bois de Kernix, qui est là, qui est donc le fondateur d'un district, me fait penser qu'on a peut-être parlé de ce qu'a fait l'Opéra de Massy. Si, ça y est, effectivement. Oui, c'était l'Opéra de Massy. Oui, en fait, on avait justement dans le cadre de notre conférence, il y a l'Opéra de Massy qui était intervenu et c'est un opéra qui a mis en place une mallette pédagogique pour tous. Et qui leur permet de faire certains ateliers autour de la médiation. Donc c'est l'Opéra de Massy et le contact c'est Eugénie Boivin. Voilà, mais c'était pas le CRT, mais effectivement ça, merci à vous, je m'en souvenais plus. Écoutez, apparemment ça marche beaucoup, notamment pour un public local autour de Massy et le jeune public. À d'autres musées, écoutez, pas à ma connaissance. Après, je sais qu'il y a un certain nombre de musées franciliens qui disposent de mallettes pédagogiques. Le Petit Palais, je ne sais pas si Hervé t'a... Voilà, c'est le seul exemple qui me vient en tête, mais il y a beaucoup de musées, monuments, la Basilique Saint-Denis, voilà, il y a quand même beaucoup de musées et monuments qui ont ce type... Oui, ça y est. Le Conseil général de Seine-et-Marne, me dit Emmanuel... Alors Cannes, je vous avoue que c'est un peu loin de chez nous et qu'il faudrait plutôt voir avec votre CRT, mais c'est vrai que c'est quand même un outil qui est souvent très apprécié par un public très large et notamment un public enfant. Merci. Moi, j'aurais une dernière question pour Madame Gros. Le musée du Quai Branly, en effet, fait beaucoup de choses pour l'accessibilité en termes de communication. En retour d'expérience des autres établissements culturels, musées, est-ce qu'ils viennent vous voir? Est-ce qu'ils viennent vous demander des conseils? Ou pas du tout?
Des autres établissements culturels? Oui, est-ce que vous avez d'autres musées qui viennent voir ce que vous avez mis en place et est-ce que vous travaillez avec eux, même pour un transfert de savoir-faire ou de connaissances sur le sujet? Oui, alors on fait partie déjà de la RECA, dont on parlait, la Réunion des établissements culturels pour l'accessibilité. Donc ça, c'est des groupes de travail qui réunissent des établissements culturels franciliens où on mutualise vraiment toutes nos réflexions sur ce thème. Et on s'aperçoit qu'on a un peu tous les mêmes problématiques de communication et de promotion de l'offre, donc on réfléchit ensemble aux manières les plus efficaces de communiquer. Et à part ça, ça arrive effectivement souvent qu'on ait des musées de province ou même des théâtres ou enfin des différents établissements qui nous appellent pour effectivement avoir des renseignements sur tel ou tel aspect de notre communication ou de nos offres. Je crois qu'aujourd'hui le musée fait un peu figure de proue en termes d'accessibilité, donc on n'est pas les seuls, mais le musée a un peu aujourd'hui une référence en termes d'accessibilité, donc c'est vrai qu'on a souvent des questions sur des thèmes liés à l'accessibilité. N'hésitez pas si vous-même avez des questions. On va y revenir après aux questions. On va peut-être faire la transition parce qu'avoir donc une offre accessible, c'est bien, mais vous l'avez dit, il faut avoir des clients et savoir comment on fait pour avoir des clients, savoir capter et prospecter ces clientèles. Donc on va essayer de vous donner quelques pistes pour la prospection de clients potentiels. Charlotte Vella, chargée de mission accessibilité donc au Comité régional du tourisme Paris-Île-de-France. Merci, bonjour à tous. Donc effectivement, afin de faciliter la rencontre entre l'offre culturelle et touristique sur le territoire francilien et la demande, mais surtout pour permettre aux professionnels du tourisme en Île-de-France de mieux cibler leur campagne de promotion, le CRT va proposer la création d'une base de données de prospects potentiels. Donc les principaux établissements recensés à ce jour sont au nombre de 610 et sont issus des réseaux des MDPH, donc les maisons départementales pour les personnes handicapées. Donc, et un grand nombre de ces établissements, notamment, participent activement aux réflexions engagées sur le thème de l'accessibilité aux pratiques culturelles des personnes en situation de handicap. Donc, bien entendu, des évolutions de cette base de données sont programmées. Donc, il s'agira de récolter, mais aussi de fusionner à la base de données existante les coordonnées des personnes référentes en charge de l'organisation des activités culturelles et touristiques au sein des établissements médico-sociaux. Et enfin, il sera aussi question, bien sûr, de parfaire l'exhaustivité de cette base de données en y rajoutant d'autres entités comme des associations ou des instituts spécialisés, etc. Donc, c'est un outil qui, on l'espère, sera mis à disposition des professionnels avant l'été 2014. Voilà. Cet outil avant l'été, c'est vous qui référencez ou c'est comment ça se passe? Alors c'est moi. Donc je travaille toute seule sur cette base de données pour le moment. Donc c'est un travail de fourmi. Donc j'ai commencé d'abord par référencer quelques établissements issus des MDPH. Et puis je vais passer très rapidement aux associations. Donc tout ça bien sûr à l'échelle de l'Île-de-France. Donc inutile de vous dire qu'il y a beaucoup à faire, qu'il y a beaucoup de travail à fournir, mais j'y travaille activement et j'essaierai bien sûr de tenir les délais. Et ça sera accessible pour qui, cette base de données? Donc ce sera une base de données accessible pour tous les professionnels du tourisme et culture en Île-de-France. Et je vais aller plus loin dans la démarche. Ils feront comment pour Ascomu, pour y avoir accès? Ça sera accessible Alors écoutez, ce sera certainement un outil qui sera mis en ligne sur le site pro, le portail pro du CRT Paris Région. Et donc il sera en libre accès pour les professionnels en ligne. Merci. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions sur l'ensemble de cette thématique pour la valorisation de l'offre touristique et l'accueil des personnes en situation de handicap? Oui, alors les mains se lèvent, donc on va se lever. Oui, bonjour, Bruno Belpart, Société Minaccess. J'ai une question concernant l'essence de tourisme en ce qui concerne les gîtes ruraux. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des obligations sur les gîtes en termes d'équipement, d'aménagement? Est-ce que vous pourriez m'éclairer sur ce sujet? Alors, en ce qui concerne les gîtes ruraux et plus globalement les hébergements de petite capacité, il faut savoir qu'en dessous de 15 couchages, vous n'êtes pas un établissement recevant du public.
Donc pour l'instant, vous n'avez pas d'obligation, si ce n'est qu'à compter du 1er janvier 2015, quand vous faites des travaux dans votre structure, il faudra prendre en compte l'accessibilité. Voilà ce que je peux vous dire. Après, c'est toujours bien de penser aux personnes à besoins spécifiques dans ces aménagements, parce que ça permet aussi d'améliorer le confort pour des clientèles familles, pour les personnes âgées, etc. Quand vous dites je complète, au 1er janvier, c'est un ERP de 5e catégorie, donc 5e catégorie établissement recevant du public, et ça veut dire que vous devez offrir les mêmes prestations, mais dans un périmètre donné. Donc vous n'êtes pas obligé de mettre tout votre établissement en accessibilité, mais une partie de l'établissement doit offrir l'ensemble des services. J'ai parlé trop vite. Une autre question ? Sur le tourisme, il y a quand même beaucoup de choses à dire, je pense encore. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que l'offre est suffisamment valorisée aujourd'hui par rapport aux personnes en situation de handicap? Est-ce que les établissements font suffisamment d'efforts? Alors, en termes d'efforts, il y en a. Après, c'est en termes, je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est important, on ne trouve pas l'info. Donc si l'effort est là, en tout cas, on ne le voit pas. Moi, je prends un exemple simple. Je finis. Bon, moi, sur le site de l'Office du tourisme et des congrès de Paris, j'essaie vraiment de référencer tout ce que je peux référencer. Donc, je prends mon téléphone, je regarde les sites internet, mais c'est d'une difficulté pour obtenir l'information. Enfin, c'est pour ça que vraiment, j'insiste, quoi. Nous, on peut pas. On veut bien faire la promotion de votre accessibilité, mais encore faut-il que on puisse avoir accès à votre information. Et je dis vous, je sais pas trop quelles sont vos activités, mais voilà, il faut vraiment la rendre visible, cette accessibilité, pour que nous on puisse la relayer, pour que vous ayez cette clientèle attendue. Et même si moi aussi j'aime pas trop ce terme, mais je vais quand même le dire, je travaille avec beaucoup d'hôteliers. Ce qui leur importe aussi, c'est le retour sur investissement lorsqu'ils aménagent des chambres adaptées. Donc pour ça, voilà, communiquez, précisez votre accessibilité, et nous après on pourra le relayer correctement. Et voilà. J'entends que vous prospectez à tour de bras, j'imagine, ou en tout cas au bout du clavier, au bout du téléphone, mais quelle est la fiabilité des informations qui sont là derrière? Est-ce qu'il y a des audits? Est-ce que vous vérifiez par rapport à la réglementation? Parce qu'il y a beaucoup de bonne volonté, les gens ont envie de faire des choses, d'améliorer, mais parfois le font en dépit du bon sens. Mmh. Et donc, quelle est la garantie derrière votre portail, ou en tout cas les informations que vous récoltez? Alors, donc nous, en tout cas à Paris, face au nombre de lieux qu'on référence, c'est essentiellement du déclaratif, parce que sur le site internet Paris Info, on référence à peu près 4000 ou 5000 lieux, donc je ne peux malheureusement pas tout visiter, mais en revanche, il est précisé évidemment sur ce site internet que on évoque l'accessibilité, et après il faut se renseigner directement auprès du lieu pour avoir le détail de l'accessibilité en rapport avec ses besoins spécifiques. Concernant en district, je vais peut-être laisser parler les personnes concernées, mais là il y a une vérification de terrain. Donc nous, par rapport à l'outil avec lequel on travaille en district, donc créé par l'agence Kernix, quand les établissements, donc je parle toujours que pour l'Île-de-France et que pour le tourisme, évidemment, on ne s'occupe pas des bureaux de poste, ni des écoles, ni des hôpitaux. Mais nous, en fait, on va sur le terrain, justement, rencontrer les professionnels. Ça nous permet donc d'une part de vérifier, et surtout, comme on le disait tout à l'heure, de sonder aussi les besoins. Parce qu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de professionnels qui mettent en place des choses, mais qui n'osent pas déclarer parce qu'ils se demandent toujours est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Donc voilà, les équipes aussi, c'est beaucoup de sensibilisation sur le terrain, et ça dans toute la région. Juste, je rajouterais que justement face au nombre de lieux qu'on référence, en tout cas sur le site de Paris Info, quand l'info existe sur En District, évidemment, moi je renvoie directement vers En District. Lorsque l'accessibilité a été garantie par Emmanuel ou Marie, voilà.
Je vais me permettre de compléter aussi un peu la réponse. On en a parlé tout à l'heure, Hervé Guillon en a parlé tout à l'heure. Vous avez donc en France un label qui s'appelle le label Tourisme et Handicap, qui est aussi là, certifié et validé. Donc là, c'est pas que du déclaratif. Derrière, vous avez des gens qui vont voir ce qui est. Et puis, on a parlé Damien Birambo, on a parlé aussi sur j'accède.com. Donc Damien fait un travail important avec ses équipes et tous les j'accédeurs pour aller vérifier sur place la mise en accessibilité. Peut-être juste pour compléter, sur Handistrict, quand un site est labellisé, c'est spécifié. Et juste peut-être pas un mot de conclusion, mais pour dire que finalement, toutes ces initiatives, j'accède, le label, ce que fait l'OTCP, le CRT, et bien évidemment nos homologues en France, l'idée étant voilà, d'avoir des outils le plus fiables possible pour les visiteurs et bien évidemment pour le professionnel, un outil de partage d'informations assez complet. Alors il y a plusieurs questions. Attends, Damien voulait dire un mot. Je voulais dire un tout petit truc. En fait, actuellement, ce qui se passe, c'est que chacun développe dans son coin son système d'information, parce qu'il y a le système de l'information de l'Office du tourisme, il y a le système d'information d'Handistrict, il y a celui de j'accède, et en fait, toutes ces bases ont vocation à communiquer. Et donc c'est vrai que pour l'utilisateur, en fait, il faut se rendre sur plusieurs sites pour avoir l'info. C'est dommage. Donc à terme, il faudra envisager de voir comment on peut se rapprocher de toutes ces initiatives qui vont dans le même sens, en fait. Voilà. Merci. Une autre question. Attendez, on va venir. Bonjour, Véronique Legrand de Cluster Nova Child. Je vous avais évoqué, donc c'était un tout autre sujet, vous avez évoqué la place de l'enfant et l'accueil de l'enfant et de la famille. Je voulais savoir aujourd'hui si vous recensez une demande de plus en plus forte et à quel niveau se situe cette demande, et si vous avez des actions que vous souhaitez que vous envisagez, et si vous avez des attentes de manière à ce qu'on puisse éventuellement y répondre et y réfléchir. C'est vrai que nous, sur le terrain, lors de nos déplacements, lorsqu'on aborde la question de l'accessibilité, les professionnels nous remontent bien évidemment le fait que le public famille est un public très important, avec finalement des besoins parfois assez similaires. Par ailleurs, au CRT, donc là, en dehors de notre direction, on a des personnes qui sont chargées justement de la promotion de l'offre famille sur le territoire. Donc elles nous ont aussi remonté, des demandes du terrain. Donc ce pourquoi, notamment, par exemple, sur Handistrict, on a fait le choix en fait de créer des critères spécifiques à l'accueil de ce type de public. Voilà ce que je peux vous dire. Mais on pourra en reparler si vous voulez sur le stand après. Oui, attendez alors, je vous passe le micro. Oui, bonjour. Joël Bézier, je suis président d'une association qui s'appelle Tourist Service. Vous excuserez ma voix un peu cassée. Je pense que je viens de comprendre ici, aujourd'hui, un petit peu mieux pourquoi je suis proche des personnes handicapées. Quand on est une personne handicapée, on est une personne en colère. Et moi, je suis une personne en colère. Parce qu'effectivement, je vois qu'ici, qu'à chaque fois qu'on parle du handicap, on amène des outils techniques. On amène du site internet, on amène de la communication, on amène une nuit de l'accessibilité. Mais vous croyez que les gens handicapés, ils ont besoin d'une nuit de l'accessibilité? Ils ont besoin de 365 nuits d'accessibilité, 365 jours d'accessibilité. Vous amenez du technique. Nous proposons d'amener de l'humain. Donc nous avons créé cette agence de voyage réceptif destinée et dédiée aux personnes en situation de handicap. Ça fait 1 an que nous sommes sur Paris. Je n'ai jamais vu le CRT se présenter dans nos locaux alors que nous sommes sur le site Handistrict. Nous n'avons pas été vérifiés par Handistrict. Le site Handistrict, vous m'excusez, je suis en colère. Hein, vous venez de dire que vous ne faites pas les bureaux de poste. Mais sur Paris, quand vous faites le nombre de points Handistrict sur Paris, sauf erreur de ma part, je suis imparfait, je peux faire des erreurs. Mais allez taper les points qui sont sur Paris. Il y en a 349 et il y a 300 bureaux de poste. Et il y a 49 autres lieux où c'est peut-être 200. Enfin, je sais pas, bref, je peux me tromper. On a bien compris le contenu de votre propos. Je vais me permettre de vous donner quelques éléments de réponse parce qu'on est pris par le temps. Ou alors si vous pouviez... Moi, je n'ai pas terminé, s'il vous plaît. Donc, ce que je crois,
c'est que c'est très bien de mettre en place des éléments techniques pour répondre. Mais ce que moi, on me demande le plus souvent, quand une personne handicapée ou une personne handicapée veut voyager, on me demande des accompagnateurs, on me demande des humains, on me demande des informations, mais on me demande aussi des humains. Il faut mettre de l'humain. Nous proposons depuis 1 an d'essayer de mettre sur Paris un lieu d'information, d'accueil et d'assistance pour les personnes handicapées où elles puissent venir discuter avec des humains, pas avec une machine, pas avec une brochure, pas avec un site internet. Et puis nous ne sommes pas soutenus dans cette action, notamment par le CRT. Voilà. Donc je suis désolé, mais sincèrement, si vous voulez comprendre ce que les handicapés veulent, vous devez les rencontrer. Et les rencontrer, ce n'est pas simplement les associations, c'est tous les gens qui sont à droite, à gauche, et qui ne passeront jamais par une association. Donc il faut les rencontrer, il faut mettre de l'humain. Voilà. Ce que je vous demande, c'est ramener de l'humain, pas que de la machine, pas que de la brochure, pas que du site. Voilà. Le CRT devait nous aider à faire notre site, ça a été refusé. Je n'ai toujours pas compris pourquoi. Alors, il y a peut-être des choses qui ne concernent pas forcément toute l'Assemblée dans la salle, mais on en rediscutera ensemble, notamment pourquoi votre dossier n'a pas été accepté dans le cadre du fonds, parce qu'il y a des critères très stricts. Mais on en reparlera, il n'y a pas de problème. Concernant, je vais essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Concernant en district, sauf erreur de notre part, votre espace à côté du Pont Neuf, si je m'abuse, c'est en fait votre travail, c'est d'être réceptif sur Paris, c'est ça? Donc ce que vous proposez, ce sont des circuits finalement. Vous faites du à la carte, vous êtes un réceptif à la carte. Donc en fait, la personne, elle vient chez vous pour commencer son voyage. Elle vient pas chez vous pour... vous n'êtes pas un office de tourisme, vous n'êtes pas... Parce qu'on s'est rencontrés à plusieurs reprises et moi, ce que j'avais compris, puisqu'on s'est vu 2-3 fois, ce que j'avais compris de votre prestation, c'est que vous proposez un service de réceptif. Et auquel cas, votre valeur ajoutée, ce sont les produits que vous proposez à la carte et non pas votre espace d'accueil. Enfin, si je ne m'abuse. Donc, on va en discuter. Je ne pense pas vraiment que toute l'Assemblée soit intéressée par la problématique spécifique de Touriste Service. Pour ce qui concerne de ramener de l'humain, c'est bien pour ça qu'on va sur le terrain, c'est justement pour rencontrer les professionnels. C'est pour ça qu'on participe à la nuit de l'accessibilité et à la journée de l'accessibilité dans le cadre de l'équipe pour être en lien avec les gens. Après, on s'occupe d'une région, d'un territoire qui est quand même assez important. On essaye de faire en sorte que les accompagnements personnalisés qu'on peut mener puissent bénéficier au plus grand nombre. C'est pour ça qu'on met en place des outils. C'est pour ça qu'il y a un espace professionnel, etc. Si on travaille sur l'accessibilité, c'est quand même a priori qu'on est des gens qui sommes plutôt humains, je pense. On travaille sur un sujet qui nous parle, qui nous intéresse et qui nous tient à cœur. Voilà. Oui, petit Hervé Guyon, oui. Simplement, oui, amener de l'humain, oui, parfois. Mais moi, par rapport aux demandes que je reçois à l'Office du tourisme, souvent, les personnes veulent être autonomes, quoi. Donc, la préparation du voyage en amont se fait via, je prends mon téléphone ou alors je pianote, mais beaucoup de gens viennent à Paris, des personnes en fauteuil roulant viennent à Paris et viennent seules et veulent savoir comment elles peuvent se débrouiller seules. Mais peut-être, mais c'est pour ça que je vous en envoie beaucoup aussi, des touristes. Mais moi, les demandes que j'ai, hein, les 300 demandes que je reçois dans l'année, la plupart du temps, c'est j'arrive, je veux être autonome. Mais oui. Oui, oui. En l'occurrence, on le propose, on le propose aussi. Oui, allez-y. Alors, 2 choses. Pour la question de l'humain qu'on évoque, je pense qu'il y a la question des budgets et la question des contrats aidés qu'il faut encourager et approfondir. Ça doit être un de leurs objectifs pour les différentes institutions. D'autre part, ce que je voulais dire, c'est qu'il existe aussi des guides
à savoir les guides NERE d'une part et les guides libre accès d'autre part. Et ce qui est important, c'est de confronter les différentes sources d'informations avec les guides et les sites qui se recoupent avec les différents sites d'hébergement et de confronter les informations qu'on peut rencontrer sur ces différentes sources d'informations. Et ce faisant, on peut constater, aussi en allant sur les sites des offices de tourisme, on peut constater qu'il y a des informations qui sont valables et d'autres qui ne sont pas valables. Et de la sorte, on peut évacuer certaines mauvaises informations ou approfondir certaines bonnes informations. Une autre question? Oui, j'arrive. Bonjour, Corinne Delogère, cabinet DCI. J'ai, pendant un certain temps, être directrice de maisons de retraite, et notamment en termes d'EHPAD, et avec aussi des passerelles avec le monde handicapé. Et vous savez qu'aujourd'hui, les handicapés ce qu'on appelle les handicapés vieillissants, hein, ça va devenir quelque chose d'assez important. Sachant qu'en même temps, on parle du vieillissement dans la loi d'adaptation, notamment au vieillissement. Je suis toujours un petit peu étonnée quand on parle d'accessibilité, lorsque j'amène des personnes âgées à visiter des musées. Dès l'instant où on s'occupe d'accessibilité, on parle que d'handicap. Or, lorsqu'on en a des personnes qui sont de plus en plus atteintes de certaines maladies cognitives, on rentre pas du tout dans les critères. Donc il va falloir quand même qu'on change un petit peu, parce que tant mieux, je suis très contente que le rapport de Luc Broussy met en avant de plus en plus par rapport au vieillissement, il y a les handicapés qui étaient déjà handicapés dès le départ et qui vont vieillir, et puis il y a les personnes âgées effectivement qui vont avoir effectivement certains handicaps, sauf qu'on ne raisonne pas, puisque après 60 ans on parle plus d'handicap, hein, donc il y a un souci au niveau de la loi. Et donc je voudrais voir un peu comment est-ce que vous allez, vous, Office du tourisme et établissement culturel, avoir un petit peu cette réflexion par rapport à des personnes âgées qui ont effectivement des soucis cognitifs pour lesquels, aujourd'hui, tout est fait, je dirais, attention, qu'on ne se méprend pas sur mes propos, ce n'est pas pour mettre les uns contre les autres, mais je me suis aperçue que quand j'accompagne des groupes avec des handicapés pour visiter, entre guillemets... Non, attendez, excusez-moi monsieur, personne n'est handicapé, d'accord, sauf qu'à un moment donné, il y a effectivement la loi... Le monsieur vous faisait remarquer qu'il préférait que vous employiez le vocable personne handicapée. Oui, personne handicapée, d'accord. Voilà. Bon, personne handicapée, pardon. Personne handicapée. Donc je trouvais qu'il y avait vraiment 2 poids, 2 mesures. Et aujourd'hui, avec la population vieillissante qui va avoir de plus en plus des problèmes cognitifs, qui aura aussi envie de continuer à aller... au musée, à voyager en termes aussi d'aller dans des hôtels, ce genre de choses. Qu'est-ce qui est fait? Alors, c'est pas qu'à votre niveau que ça peut se jouer, mais je voudrais avoir votre... Qui répond? Qui veut répondre? Je peux déjà répondre pour le musée du Quai Branly, et les autres institutions culturelles que je connais, en tout cas, sont dans le même cas. On est d'accord avec vous qu'il y a les personnes qui sont handicapées d'un certain type de handicap, et il y a aussi beaucoup plus largement que ça la situation de handicap. Ce qui concerne les personnes âgées, souvent, ce qui concerne aussi une personne qui va être en convalescence, ce qui concerne les femmes enceintes, les personnes qui portent 150 SAT. Voilà, toutes les personnes à mobilité réduite pour ce qui concerne le handicap moteur, mais aussi même pour les autres types de handicap, les personnes qui ont la vue qui baisse, qui ont... Voilà. Des personnes aussi qui peuvent avoir des troubles cognitifs ou des troubles de la mémoire ou des choses comme ça. Donc ça, on est tout à fait d'accord que les frontières sont très poreuses, évidemment, entre le handicap et la situation de handicap, plus largement. Donc en termes d'offres, nous, on essaie de proposer des offres qui soient aussi inclusives que possible, en considérant bien que des personnes qui ne sont pas répertoriées entre guillemets handicap peuvent avoir les mêmes besoins, les mêmes situations, ponctuellement ou de manière permanente. Ça, on est tout à fait d'accord avec vous. Ensuite, pour ce qui est de valoriser les offres accessibles, on propose à la fois des outils spécifiques que j'ai présentés tout à l'heure, mais aussi des outils d'information généraux pour donner le choix à tout le monde d'avoir soit des canaux d'information directement axés sur sa situation, ou des canaux d'information, d'utiliser les mêmes supports que tout le monde. Voilà, des supports inclusifs.
Donc on considère au bout d'un moment aussi que toutes les personnes handicap ou pas, vieillissement ou pas, sont des visiteurs qui, finalement comme tous les autres, peuvent vouloir une offre et des informations très dédiées ou généraux, s'intégrer aux autres publics, etc. Pour ce qui est de l'institutionnel du tourisme, comité régional du tourisme, on a parlé tout à l'heure de l'importance de sensibiliser les professionnels au sens large et quelle prise de conscience, etc. C'est pas pour rien que de notre présentation, à plusieurs reprises, on a parlé des personnes âgées. Quand je vous ai parlé un petit peu des pratiques des personnes à besoins spécifiques, je vous ai parlé des personnes âgées. Là, on vous a indiqué que les personnes âgées dépendantes, c'est 2 millions de personnes. Sur le cahier pratique dont vous a parlé Marie tout à l'heure, ça fait aussi partie des publics qu'on mentionne et qu'on quantifie, justement parce que sur ce principe de conception universelle, on tient à ce que les personnes âgées soient intégrées dans la réflexion et dans la démarche. On peut rajouter une chose, je crois que par rapport à la loi du 11 février 2005, ce qui a été mis en place et ce qui est mis en place aujourd'hui dans les établissements culturels ou dans les institutions, hein, qu'elles soient régionales ou nationales, aujourd'hui c'est à tout le monde. Et aujourd'hui c'est bien quand on a un lieu de guide qui peut servir pour une personne non-voyante ou malvoyante, bah ça aide au niveau des personnes âgées, idem pour les boucles magnétiques, lors des spectacles par exemple. Une dernière question peut-être dans la salle? Pas de question, donc on va passer à un petit mot de conclusion. Oui, allez-y. Je suis assistante auprès d'une personne donc à mobilité réduite et nous avons réservé un hôtel via votre site internet. Et à notre grande surprise, il n'y avait aucune barre de sécurité, ni au niveau de la douche, ni au niveau des toilettes. Est-ce que quand vous référencez quelqu'un, vous ne le contrôlez pas ? Alors, je le disais tout à l'heure, non, je ne peux pas aller sur le terrain vérifier tout. Mais alors, si vous avez ce type d'infos, je suis preneur et passez-les-moi. Enfin, voilà. Moi, je suis preneur de toutes ces informations. Après, aller les vérifier, c'est compliqué. Mais, faute de pouvoir les vérifier, il y a les coordonnées et je précise pour plus d'informations et par rapport à la spécificité de chaque handicap, je suis en train de vous répondre, hein. Oui, par rapport à la spécificité de chaque handicap, contactez le lieu directement. Enfin, nous on donne les grandes lignes, voilà, il y a 3 chambres adaptées. Maintenant, enfin, pour connaître où se trouve la zone de transfert à côté des sanitaires par exemple, il y a les coordonnées pour pouvoir avoir ce genre d'informations supplémentaires que malheureusement je n'ai pas pour les 2000 hôtels qu'on référence. Oui. Ouais. Alors, il y a des mains qui se lèvent derrière. Alors après, moi, je vais peut-être dire une petite chose sur le sujet, parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas aller dans tous les hôtels. C'est un instant T aussi qui peut apparaître. Ce que vous pouvez voir à un instant T, 3 mois après ou 6 mois après, la barre, elle peut être cassée, démontée et autres. Donc c'est des choses qui arrivent. Il faut savoir déjà, bon, vous avez déjà dans les établissements, je ne sais pas si votre hôtel, j'en ai parlé tout à l'heure, a été labellisé tourisme et handicap. Est-ce qu'il était labellisé? Déjà, si cet hôtel n'était pas labellisé tourisme et handicap, déjà c'était le premier point, vous auriez eu votre bar. Déjà, donc vérifiez s'il est... Oui, donc, mais vérifiez si votre hôtel il est labellisé. Après, je crois que c'est la responsabilité de l'hôtelier et pas du CRT. À partir du moment où l'hôtelier vous dit, vous l'avez eu au téléphone, vous dit oui, on a ce qu'il vous faut, là, à ce moment-là, c'est la responsabilité de l'hôtelier et pas du CRT. Honnêtement. C'est en fait le problème de l'uniformisation des normes. C'est le problème en France.
tourisme, label de handicap, c'est label tourisme, machin, tourisme handicap, c'est pas parce que c'est labellisé. Le problème, c'est la vérification par quelqu'un de compétent. Oui, non, mais les normes, c'est important, je crois, mais sur un établissement labellisé, ils surveillent ce genre de points. Il y avait une main qui se levait, oui, et puis ça sera la dernière question. Oui, bonjour, c'est pas pour défendre le label, mais sauf erreur de ma part, c'est vrai qu'il y a des contrôles. Les personnes qui valident, entre guillemets, le label, ce sont des personnes en situation de handicap et de différentes familles de handicap pour s'assurer qu'effectivement les locaux sont bien, entre guillemets, aux normes pour accueillir toutes les personnes. Maintenant, moi j'ai une petite question par rapport à ça, c'est que est-ce que lorsque, par exemple, si on prend le cas de Paris, où il y a quand même des bâtiments avec une architecture très particulière, des bâtiments qui sont anciens, est-ce qu'on peut obtenir le label? Malheureusement que sur certains types de handicap et pas tous, parce que l'accès, entre guillemets, peut être donné. Mais par contre, il y a une impossibilité réelle, malheureusement, de créer des chambres accessibles, parce qu'il y a tellement de murs porteurs qu'on ne peut pas créer de trémies pour créer des ascenseurs, ce qui peut être... Enfin, c'est une contrainte structurelle, ça fait partie effectivement de la loi. Mais est-ce que des personnes qui sont vraiment de très très bonne volonté, qui vont faire des travaux pour essayer de rendre accessibles certains points, pourront quand même avoir le label sur, par exemple, le handicap visuel, le handicap auditif, parce qu'effectivement, il y a une bonne volonté. Et je pense qu'on parle aussi de bon sens et de bonne volonté. On ne pourra pas gommer une architecture qu'on a en France, et surtout sur Paris, mais pour autant, je pense qu'on peut accueillir correctement. Alors, concernant le label tourisme et handicap, c'est un label de qualité. Les critères qui sont derrière ont été faits en sorte que la personne puisse expérimenter son séjour, sa visite de manière autonome. Donc ce sont des critères qui sont très stricts. Si ils ne sont pas respectés, c'est pas possible d'avoir le label. Après, il y a la possibilité d'avoir que, par exemple, 2 pictogrammes sur 4, par exemple le label auditif mental ou visuel, auditif, etc., etc. Mais c'est quand même... Enfin, c'est très strict, mais c'est normal, c'est un label de qualité. Oui, c'est un label volontaire, tout à fait. C'est le professionnel qui décide de rentrer dans la démarche. C'est aussi pour ça qu'on a autant soutenu l'outil en district avec le CRT, puisque là, il s'agit plutôt de faire une photographie de l'existant. De dire, voilà, dans cet hôtel, vous avez une chambre adaptée, mais on va pouvoir mettre, attention, l'espace d'usage n'a que, par exemple, 75 cm de largeur. Attention, la barre d'appui, il n'y a pas de partie oblique. Attention, le lavabo est à telle hauteur. Ou attention, les escaliers ne sont pas aménagés. Mais à contrario, on va pouvoir vous dire, bah, l'hôtel est de plein pied, il y a une aire de rotation dans la chambre. Donc là, l'idée, ça va être vraiment de valoriser ce qui existe. Charge à la personne de se dire, ah bah moi je peux y aller, ou non, surtout pas, je peux pas y aller. Voilà. Bon, vaste sujet, il reste encore du chemin à parcourir. Faut savoir quand même que il faut prendre en compte l'ensemble des éléments pour les professionnels du tourisme, c'est important. Donc on vous a parlé de formation, on vous a parlé d'accompagnement pour valoriser l'accueil touristique à Paris et en Ile-de-France. C'est vrai que c'est quand même aussi un gros marché, vous l'avez rappelé, et faire venir de nouvelles clientèles, pour ça il faut communiquer aussi. Je donnerai juste un petit mot du début. Clémence, on va y aller comme ça. Un petit mot de conclusion par rapport sur le fait de communiquer, l'importance de communiquer pour les professionnels vis-à-vis de ces publics. Un conseil, oui, un mot de conclusion ou un conseil. Un conseil, c'est qu'il faut être patient. C'est des publics qui... pendant longtemps, les établissements culturels n'étaient pas vraiment accessibles. Pendant très longtemps, c'est un public qui n'a pas vraiment été habitué à avoir une offre... accessible, avoir l'établissement qui leur tendait les bras. Donc maintenant, c'est de plus en plus le cas. C'est évidemment pas encore parfait, mais il faut aussi que le temps que les mentalités se fassent, que les publics se sentent concernés par les offres culturelles, viennent essayer une fois, reviennent éventuellement 2 fois, etc. Et qu'après, ils diffusent l'information entre eux dans leur propre réseau. Et donc ça, c'est quelque chose qui prend énormément de temps. Donc moi, c'est le conseil que j'aurais, c'est d'être patient pour communiquer, mais de... On continue juste 2 mots, un mot de conclusion, Charlotte Viella, si vous aviez, par rapport à ce que vous faites, par rapport peut-être aux associations. Oui. Moi, j'ai, après la rencontre de plusieurs professionnels du tourisme et
il me semble que les actions mises en œuvre dans leurs établissements à destination des personnes à besoins spécifiques ont dans l'ensemble de bonnes retombées. J'ai notamment dans le cadre d'une visite en district rencontré une personne référente au musée Mallarmé en Seine-et-Marne qui m'a dit que depuis la mise en place de dispositifs pour les personnes à besoins spécifiques a noté bien sûr une hausse de la fréquentation des publics déficience mentale notamment. Stéphanie Xoxet, un mot de conclusion, plus de formation peut-être par rapport à l'accueil des personnes en situation de handicap. Oui, surtout venez aux formations où on met l'humain au cœur de la formation, puisque nous, c'est des personnes en situation de handicap qui interviennent. Donc il y a un échange, voilà, et je pense que la meilleure façon de le savoir, donc, c'est de venir. Emmanuel Tullier pour le CRT. Alors peut-être une chose sur laquelle on n'a pas eu l'occasion de mettre l'accent, le point de vue du CRT, c'est vraiment de dire que l'accessibilité, ça permet aussi d'améliorer la qualité de notre destination. Si on fait en sorte d'être accessible aux personnes à besoins spécifiques, forcément, on augmente le niveau de confort pour tous les autres touristes. Donc c'est vraiment un aspect qui nous paraît important. On est bien conscient que nos actions sont imparfaites, qu'il y a encore beaucoup de frustration, mais on fait vraiment tout notre possible pour améliorer les choses, et on a en face de nous quand même de nombreux professionnels qui sont de bonne volonté. Marie-Ayel. Que dire après mes collègues? C'est Non, dur, ouais. c'est voilà, nous on est promotion, communication, accompagnement, sensibilisation. Je sais pas quoi. Très bien. Non, mais c'est bien. C'était un mot. Vous en avez dit 4. Hervé Guillon. Pareil. Bon, je vais sortir un peu du périmètre Paris, mais je crois que on est le premier pays touristique mondial. Bon, on parle quand même de tourisme là. Donc voilà, tout le monde veut venir visiter la France et Paris particulièrement. Donc essayons de faire en sorte de la rendre la plus accueillante possible. Donc soyez accessibles et prenez appui et communiquez pour faire valoriser votre offre. Vous pouvez applaudir quand même nos intervenants. Et ils sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions que vous n'auriez pas pu leur poser, soit sur le stand du CRT, soit à la sortie de la tribune. Merci.